Bonjour! Savez-vous qu'il existe des étoiles qui changent de luminosité? Et oui, on les appelle des étoiles variables et leur période peut être plus ou moins longue selon l'étoile. C'est intriguant, n'est-ce pas? Eh bien, qu'attendez-vous pour entrer dans la zone astro? Zone Astro, vidéo numéro 66, le mystère des étoiles variables. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons des types d'étoiles variables, comme les variables à éclipse, les variables éruptives, les variables pulsantes. Il y aura aussi les céphéides et la mesure des distances. Eh bien, nous verrons la méthode de la parallaxe ainsi que la mesure des distances grâce aux céphéides. Et en bonus, la mesure des distances grâce aux supernovas de type 1A. Étoiles variables à éclipse. Ces étoiles sont des systèmes binaires où deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Lorsque l'étoile compagnon passe devant l'étoile principale, celle que nous observons, eh bien, elle bloque partiellement ou totalement la lumière de l'étoile principale. Leur variation de luminosité est due à l'occultation périodique par le compagnon. Les éclipses peuvent être totales et alors l'étoile disparaît ou partielle et dans ce cas, la luminosité diminue. Algol, dans la constellation de Persée, est un exemple célèbre d'étoile variable à éclipse. Les étoiles variables éruptives. La magnitude de ces étoiles varie due à des éjections de gaz ou à la suite d'une éruption se produisant à leur surface. Ces éjections de matière sont petites et locales dans le cas des étoiles à protubérance, mais peuvent impliquer l'étoile tout entière dans le cas de l'explosion d'une supernova. En ce qui consiste des étoiles à protubérance, il s'agit surtout d'objets jeunes que l'on retrouve dans les amas et les associations d'étoiles nouvellement formées. Des éruptions de gaz semblables aux protubérances du Soleil se produisent de façon aléatoire à leur surface. Ces protubérances sont reliées à des perturbations du champ magnétique à la surface. Toujours dans les étoiles variables éruptives, il y a les étoiles T Tauri. Ces dernières, aussi connues sous le nom de variables à nébulosité, sont associées aux nuages interstellaires de gaz et de poussière. Il s'agit d'étoiles nouvellement formées sur le point de rejoindre la séquence principale. Les variations lumineuses des étoiles T Tauri sont très irrégulières. L'analyse spectroscopique révèle que des filaments de matière sont éjectés de la surface de ces étoiles. On assiste parfois à des sauts abrupts de la brillance, tels que celui de l'étoile V 1057 du Cygne, qui est devenue 6 magnitudes plus brillante en 1969. L'étude de ces objets et de leur comportement est difficile car ils sont entourés de nuages de gaz très denses. Grâce aux nouvelles techniques d'observation dans les domaines infrarouge et radio, on commence à mieux comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans ce phénomène. Dans les étoiles éruptives, il y a aussi les novas. Une nova est une étoile qui soudainement augmente considérablement en luminosité, puis, dans les mois ou années qui suivent, redevient moins brillante. Ce phénomène se produit lorsqu'une étoile binaire, composée d'une naine blanche et d'une autre étoile, transfère de la matière à la naine blanche. L'accumulation de matière provoque une explosion thermonucléaire à la surface de la naine blanche, libérant une quantité impressionnante d'énergie lumineuse. Le phénomène est répétitif dans le temps.
Un autre type d'étoiles variables sont les étoiles variables pulsantes. Les variations de luminosité d'une étoile pulsante sont souvent liées à l'expansion ou la contraction de son enveloppe externe. Ces pulsations se produisent lorsque l'étoile est devenue une géante ou une supergéante et qu'elle est dans une phase instable de son évolution. Il y a aussi les variables de type Mira, dont le prototype est l'étoile Mira elle-même dans la constellation de la Baleine. Elles perdent du gaz de leur atmosphère sous la forme d'un vent stellaire continu. Les périodes de pulsation sont comprises entre 100 et 500 jours. On les appelle d'ailleurs des variables à période longue. L'amplitude des variations couvre environ 6 magnitudes. Toujours dans les étoiles variables pulsantes, il y a les étoiles de type RR Lyra. RR Lyra, qui est située dans la constellation de la Lyre, représente un type d'étoile que l'on retrouve dans l'univers. La période des RR Lyra est plus courte de quelques heures à un jour par rapport aux céphéides que nous allons voir tantôt plus en détail. Elles sont aussi également utilisées pour calibrer les échelles de distance comme les céphéides. On y reviendra. Leur luminosité varie de manière prévisible. Pour terminer sur les étoiles variables pulsantes, parlons d'un dernier groupe appelé les étoiles variables irrégulières ou semi-régulières. Ce sont des étoiles supergéantes, souvent jeunes et massives, dont les couches externes pulsent de façon désordonnée. Parfois, lorsque les pulsations sont quasi périodiques, on les nomme semi-régulières. L'étoile Bételgeuse, que vous connaissez sûrement dans la constellation d'Orion, est un exemple de variable semi-régulière. À ce jour, le mécanisme responsable des pulsations de ces étoiles n'est pas bien compris. Parlons maintenant des céphéides. La première a été observée dans la constellation de Céphée, d'où l'origine du nom de ce type d'étoiles. Elles ont une période de variation bien définie, de quelques jours à plusieurs semaines. La relation entre leur période et leur luminosité intrinsèque est fondamentale. Et oui, plus une céphéide est lumineuse, plus sa période de variabilité est longue. Elles sont donc utilisées comme chandelles standards pour mesurer les distances dans l'univers. Parlons maintenant de la mesure des distances des objets célestes. Commençons par la méthode de la parallaxe. Lorsque la Terre est dans une certaine position, par exemple à l'équinoxe de printemps, elle voit l'étoile, imaginons une étoile proche, dans une certaine direction dans le ciel, donc par rapport aux étoiles lointaines. Donc 6 mois plus tard, à l'équinoxe d'automne, la même étoile semblera s'être déplacée par rapport aux étoiles lointaines qui, elles, n'auront pas bougé. Si l'on connaît les propriétés optiques de l'ensemble télescope plus caméra plus détecteur, on peut estimer de quel angle sur le ciel l'étoile s'est déplacée par rapport aux étoiles lointaines et fixes d'arrière-plan. On peut alors mesurer de combien l'étoile proche s'est déplacée par rapport aux étoiles lointaines et fixes d'arrière-plan. Sans entrer trop dans les calculs trigonométriques, vous voyez ici qu'il est possible de calculer la distance de l'objet en unités astronomiques car on aura trouvé la valeur de l'angle θ sur les 6 mois d'intervalle des deux observations. On peut ensuite convertir en années-lumière si on le désire. Le satellite Gaïa a pu calculer la distance d'une partie de notre galaxie, environ 1%, avec la méthode de la parallaxe. Parmi les étoiles de la Voie lactée analysées avec la méthode de la parallaxe, il y avait plusieurs céphéides et en connaissant la distance de ces quelques céphéides, on a pu calibrer certaines méthodes de calcul des distances des objets plus éloignés que nous allons voir dans quelques instants.
Nous avons découvert des céphéides dans la galaxie du petit nuage de Magellan. Entendons-nous pour établir que par rapport à nous, toutes ces étoiles sont à peu près à la même distance. Donc, nous avons découvert que l'intensité visuelle de ces céphéides avait un rapport direct avec leur période de variabilité. Plus elles sont lumineuses visuellement parlant, plus la période est longue. Étant relativement à la même distance, elles sont donc vraiment plus ou moins lumineuses selon la période. Donc, parce que l'étoile est une céphéide et grâce à la relation période-luminosité, nous pouvons déduire la luminosité grâce à sa période. L'intensité apparente se mesure en observant directement l'étoile, donc ce n'est pas compliqué. Nous savons en physique que la luminosité, c'est l'intensité divisée par 4 πr carré. Donc, si on connaît la luminosité et l'intensité, nous allons pouvoir calculer la distance de la céphéide, donc de l'objet où elle est située. Grâce à des céphéides de notre galaxie, dont on connaît bien la distance grâce à la méthode de la parallaxe, nous pouvons bien calibrer notre graphique. On sait donc grâce à tout cela que la luminosité est d'environ 400 fois la périodicité en jours. Donc, une céphéide ayant une période de 10 jours aurait 4000 fois la luminosité du Soleil. En regardant le ciel avec des instruments de plus en plus puissants, on a pu grossir des objets comme la galaxie d'Andromède ou M101 et remarquer que les filaments ressemblaient beaucoup à ce qu'on voit de la Voie lactée dans le ciel. De plus, on remarque en zoomant qu'il y a des étoiles à l'intérieur des nuages. C'est de cette façon qu'on a compris que finalement, nous vivions dans une galaxie et qu'il y en avait une multitude. Pour évaluer la distance d'une galaxie comme la galaxie d'Andromède, on a réussi à trouver quelques céphéides à l'intérieur de la galaxie, de même que pour beaucoup d'autres galaxies. Donc, rendu ici, nous devons faire un peu de mathématiques. Donc, voici un exemple rapide de calcul de la distance de la galaxie M100. Nous connaissons la luminosité du Soleil qui est de 3,83 fois 10 exponentielle 26. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, exponentielle, c'est un nombre de zéros, donc après le 1. Donc 10 exponentielle 26, c'est 10 avec 26 zéros. Donc 3,83 fois 10 exponentielle 26, eh bien la décimale se déplace 26 fois vers la droite. Donc, et la longueur d'une année-lumière, elle est de 9,47 fois 10 exponentielle 15 mètres. Donc, une des céphéides de la galaxie M100 a une période P de 50 jours et une magnitude M de 25. Donc, L, qui est égale à 400 fois la période, donc c'est 400 multiplié par 50 dans notre exemple, et ceci donne 2000 fois la luminosité du Soleil, donc 7,66 fois 10 exponentielle 30 watts. Ce sont des gros chiffres. Naturellement, en astronomie, ça arrive souvent. Donc, en utilisant maintenant la magnitude de 25 et la luminosité L que nous avons calculée, donc on calcule une intensité I comme étant 2,518 multiplié par 10 exponentielle moins 18, donc la décimale irait vers la gauche, cette fois-ci de 18 positions. Donc, et ceci, c'est des watts par mètre carré. Après le calcul de l'intensité, on peut calculer la distance D qui est égale à la racine carrée du quotient de la luminosité divisé par 4 fois pi et multiplié par l'intensité calculée précédemment. Donc la réponse convertie en années-lumière donc est de 52 millions d'années-lumière. La vraie distance de M100 est de 55 millions d'années-lumière. En utilisant plusieurs céphéides dans la galaxie et en faisant une moyenne, on y arriverait.
Il demeure qu'il peut y avoir une erreur de 10 à 20% selon l'objet. Ce n'est pas extrêmement précis pour ces grandes distances. Voici maintenant NGC 3370, l'objet le plus éloigné où on a pu détecter des céphéides et faire le calcul de la distance. Cette galaxie est à 98 millions d'années-lumière. Mais regardez sur la photo, il y a d'autres galaxies beaucoup plus petites parce qu'elles sont plus loin. Comment faire alors pour mesurer la distance de ces autres galaxies? Eh bien, c'est grâce à une autre chose que nous avons découvert, les supernovas de type 1A. Au début, il y a deux étoiles voisines qui sont en orbite l'une autour de l'autre. Sans entrer dans les détails, imaginons qu'une des deux étoiles est rendue à la fin de sa vie et qu'elle se transforme en naine blanche. Cette naine blanche a tout de même une gravité assez forte pour arracher de la matière de sa voisine et l'intégrer à elle-même, ce qui augmente sa masse. Si cette masse dépasse 1,4 fois la masse du Soleil, il y aura éventuellement une explosion et c'est ce qu'on appelle une supernova de type 1A qui, de ses caractéristiques, a toujours la même intensité lumineuse. C'est un phénomène que nous observons fréquemment dans l'espace. Voici un exemple de supernova visible dans une galaxie. Ici, c'est M101 dans la Grande Ourse. Nous avons observé et réussi à mesurer la distance de plusieurs supernovas de type 1A par d'autres méthodes de calcul. Connaissant donc leur distance, nous avons pu remarquer qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité, c'est-à-dire environ 4 milliards de fois la luminosité du Soleil. En observant une supernova de type 1A, nous savons donc que sa luminosité est de 4 milliards de fois celle du Soleil et en comparant avec l'intensité apparente que l'on voit dans nos instruments, on peut calculer la distance de la même façon que ce que nous avons vu un peu plus tôt dans la vidéo pour les céphéides. C'est vraiment fascinant de pouvoir faire ces calculs de distance et de connaître plus profondément la nature de l'univers. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, eh bien pourquoi ne pas mettre un pouce vers le haut pour le référencement sur YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. J'espère que ce sujet sur les étoiles variables vous aura plu. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt dans la zone astro.